Comprendre la traite négrière illégale et ses complicités. Je vous propose la lecture de 2 lettres, prises parmi tant d'autres par le capitaine Moresby lors du contrôle en mer du Succès. Ces lettres sont écrites 1 an avant la prise du négrier par les Anglais et témoignent de l'activité négrière de l'équipage. Première lettre, je cite, « Le subrécargue à l'armateur. Île Bourbon, Saint-Paul, le 25 octobre 1820. Nous vous avons écrit notre heureuse arrivée et le débarquement de la cargaison, qui s'est opéré avec facilité. L'horizon politique est bien éclairé, donc on est à Bourbon, et 4 à 5 bâtiments ont opéré avant notre arrivée, c'est-à-dire qu'on fait la queue en baie de Saint-Paul pour décharger les esclaves. Nous avons mouillé dans cette rade le 7 courant. 2 jours après, le gouverneur est arrivé à Saint-Paul, où il a fixé notre quarantaine à 13 jours, ayant 2 malades à bord. L'on nous accusa d'avoir débarqué et vendu, il y a toujours, voilà, pour la forme, on les interroge, mais bon, ça s'arrête là. L'on nous accusa d'avoir débarqué et vendu 15 noirs, ce que nous reconnaissons. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie et conduits à Saint-Denis. Mais ils doivent être rendus à leurs propriétaires parce qu'on ne peut saisir des noirs et le navire qu'au débarquement ou sur les pas géométriques, c'est-à-dire sur 70 mètres, après la plage, on ne peut plus. Et nous ne sommes plus dans ce cas, la cargaison est bien à l'abri, Dieu merci. J'ai eu plusieurs conversations avec le gouverneur qui paraît avoir pour moi beaucoup de bienveillance. Quand on lit ça, on a tout compris. Le subrécargue à l'armateur, Île Bourbon, Saint-Paul, le 27 octobre 1820. Nous avons pour nous les lois. Nous n'avons pas été pris sur le fait. On ne peut pas nous condamner. Tous les juges sont des colons qui ont même acheté des noirs de notre cargaison. Et ainsi, nous sommes fort tranquilles. Toute la cargaison est vendue, à l'exception de 4 noirs qui avaient la petite Véronne, que nous avons gardés à bord pour les rétablir et qui seront bien vendus. Ils mettaient leur colonie en danger aussi, hein. Énormément, par les épidémies. Je vous enverrai par la première occasion mon compte de traite, qui ne sera pas détaillé, étant obligé de brûler mon journal parce qu'il prenait des précautions, nos instructions, il brûle aussi nos factures, jusqu'à vos lettres que nous avons reçues à notre arrivée à Bourbon, et les lettres de nos familles, de crainte d'une visite à bord d'un militaire français. Nous avons même coulé à fond notre cuisine, la chaudière à noix, les fers, mais nous dégrairons facilement ces objets, c'est-à-dire qu'ils coulent tout ce qui s'apparente à des objets de traite, et quand ils repartent, ils les repêchent. Je crois que la vente passera à 35 000 piastres. Si je suis en retard pour aller à Zanzibar, je prendrai une cargaison propre pour la côte d'Angola, et de là à l'île de Cuba, donc on va jusqu'à Cuba depuis Bourbon. Je n'ai pas traité la quantité de noirs par la concurrence que 4 grands bâtiments espagnols qui étaient en traite et qui m'ont fait payer des esclaves très chers, c'est-à-dire qu'ils s'achètent des esclaves entre eux, de bateau à bateau. Je n'en ai traité que 248 têtes et je n'ai débarqué que 220, les autres sont morts durant la traversée. L'armateur au capitaine du Succès, Nantes, le 30 mai 1821. Les événements de l'épidémie dont on paraît être débarrassé entièrement dans les 2 colonies pourront contribuer à rendre notre affaire bonne. Ne pourriez-vous pas, par la perte majeure des Noirs à l'île Maurice, y aller effectuer un débarquement sans risque plus grand qu'à Bourbon? On nous dit que plus de 8000 Noirs ont succombé par cette maladie. Nous croyons que vous trouveriez un grand avantage sur ce point. Fin de citation. J'explique. L'armateur propose donc au capitaine du Succès de faire une traite illégale à Maurice, qui vient d'être touché par 2 épidémies de choléra en 1819 et 1820, dont le bilan est terrible pour la population servile de l'île. La cupidité est égale au cynisme de ces hommes, c'est-à-dire qu'ils apprennent qu'il y a moins 8000 esclaves, et ils se sont dit, voilà une bonne affaire à faire. C'était quand même des sacrés personnages. Le procès s'achève le 22 mai 1821 par la sentence rendue par le juge Smith. Je cite, « Sous l'empire de la loi française du 15 avril 1818 et des dispositions législatives de la loi anglaise qui prohibent la traite des Noirs, attendu que le brick Le Succès a été pris en flagrant délit de traite,
Attendu que l'équipage du Succès a été pris en flagrant délit de traite, attendu que 324 individus ont été traités, transportés, gardés et détenus comme esclaves, j'ordonne la saisie du bateau, des canons, des chaloupes, des munitions, des effets, des marchandises, des agrès et apparaux. Ces matériels seront vendus aux enchères sur la place d'armes et les bénéfices versés au budget du gouvernement local. J'ordonne la saisie des individus vendus comme esclaves. Ils seront versés aux travaux du roi, c'est-à-dire qu'ils restent à Brest. Je condamne le capitaine Bertrand à une peine d'interdiction du territoire mauricien définitive. Je condamne le second à une peine d'interdiction du territoire mauricien définitive. Je condamne le subrécarque à une peine d'interdiction du territoire mauricien définitive. Et je condamne l'ensemble de l'équipage sans distinction à une peine d'interdiction du territoire mauricien définitive. Ce jugement est exécutable sous quinzaine, à charge pour les contrevenants de trouver du transport qui les éloigne définitivement de notre colonie. Si à la date du 7 juin 1821, les hommes du Succès se trouvaient encore sur notre territoire, j'ordonnerai leur arrestation. Fin de citation. En quelques mots, je vais citer une archive qui me semble importante. C'est l'interrogatoire d'un jeune novice qui a déserté d'un navire par John Finnis. John Finnis, il est commissaire en chef de la police en mai 1827. Donc réellement, c'était le commissaire de police de Maurice, pour lui. John Finnis le soupçonne d'avoir une expérience de traiteur illégal. Il a 16 ans, hein, le jeune homme. Hein. Et lors de son interrogatoire, le jeune novice va dévider toute son expérience de marin à bord du négrier l'Union. À travers ce témoignage exceptionnel, on suit le négrier à la trace entre le nord Mozambique et l'île Bourbon. Je cite Le jeune novice propose même au commissaire de police de le faire embarquer sur un navire de la Royal Navy pour qu'il mène les militaires anglais sur les lieux de traite. Mais il a envie de balancer tout le monde, hein. Les dépôts de noirs, et qu'il leur désigne les marchands d'esclaves. Finnis ne donne pas suite et libère le jeune homme. L'archive, elle est là, on peut la trouver en ligne. Donc c'est trois pages. Avec 3 pages, j'aurais pu faire un roman. Le témoignage de ce jeune homme est exceptionnel. Je vais en citer un petit passage. Alors, il a 16 ans, mais il a déjà plusieurs bateaux déjà dans son curriculum vitae. Il n'arrête pas de déserter. Le seul intérêt pour ce garçon, mais pour beaucoup, hein, c'est l'argent. Donc s'il est payé 20 piastres par mois sur ce bateau et qu'il en a 25, ben, il passe d'un bateau à l'autre. Après 17 jours de traversée, on est arrivé au Cap des Courants, au Mozambique, sans avoir rencontré aucun navire. La Royal Navy ne pouvait pas être partout non plus. Hein. Qu'aussitôt leur arrivée, le capitaine et le second furent à terre, où ils firent l'acquisition de leur chargement, qui leur fut conduit à bord par les Arabes au nombre de 345 noirs et 55 femmes, que les noirs ont été payés 40 piastres, et les femmes 30 à 35 piastres. Ils ont été conduits à bord avec des chaînes aux pieds, mains et au col, que ces noirs firent beaucoup de difficultés pour s'embarquer, et qu'ils y étaient forcés par les coups qu'on leur infligeait. Ils n'ont trouvé dans l'endroit aucun navire pendant leur séjour, et qu'au bout de 51 jours, ils ont appareillé du Cap des Courants et sont arrivés à Bois-Rouge. Bois-Rouge, pour ceux qui connaissent la Réunion, c'est Saint-André. C'était un lieu de traite. On y débarquait beaucoup d'esclaves. On est arrivé à Bois-Rouge, et après, sans avoir rencontré aucun navire, le débarquement à Bois-Rouge s'est opéré à 11h du soir par des pirogues appartenant à M. Manville, c'est-à-dire qu'on a les noms des traiteurs. Ça, c'est très intéressant. Où les Noirs ont été déposés. Que par des signaux faits du bord et par des flambeaux hissés au mât, on a immédiatement envoyé les pirogues déjà mentionnées. C'est-à-dire que c'est une chaîne, parce que même les pêcheurs de Bourbon, ils gagnaient des sous en mettant leurs barques à disposition pour débarquer les esclaves. Alors, je vais faire ma conclusion.
Donc en conclusion, la traite négrière illégale organisée par les colons de Bourbon opère au grand jour, on l'a vu, avec la complicité active des acteurs économiques et politiques de l'île, on a vu le gouverneur, qu'ils soient colons ou fonctionnaires de l'État. Dans son témoignage, le journaliste Auguste Billiard, qui a vécu longtemps à Bourbon, et auteur du mémoire que l'on peut trouver aussi sur Gallica, Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises, publié en 1827, nous donne un aperçu de la réalité de la traite à Bourbon dans les années 1820. Il écrit, je cite, « Je l'ai vu de mes propres yeux. Lorsque le gouvernement d'une colonie a besoin d'esclaves pour ses travaux, il poursuit la traite avec plus d'activité pour repeupler son bagne et ses ateliers. » Fermez les guillemets. Dans son mémoire, Auguste Billiard confirme que la traite illégale des Noirs à Bourbon a augmenté la population servile de 4% par an. Et il lui manquait des chiffres objectifs, mais son témoignage est capital. On considère aujourd'hui que la traite négrière illégale à Bourbon entre 1817 et la fin des années 1830 a augmenté la population servile de 50 000 individus à peu près. On peut raisonnablement penser que si les colons de Bourbon avaient respecté la loi, tout simplement, l'esclavage se serait tari et l'abolition aurait pu arriver avant le 20 décembre 1848 dans notre île. Merci. Merci Jacques. Merci. Je n'ai pas encore lu le livre. Je ne sais pas comment toi tu le présentes dans le livre. Il est l'oncle de Ratitatan. Oui, c'est long. Il est l'oncle de Ratitatan. Et tu as dit que Farquhar voulait abolir l'esclavage. En tout cas, il était partisan de l'abolition de... Alors sans doute à une époque. Voilà, parce que où je veux en venir, c'est que, en tout cas les historiens mauriciens, présentent Radama comme complice de Farquhar. Oui. Ils sont complices, tu vois. Donc, bon, moi, je pense Oui, en fait, il s'est débarrassé de Ratitatan. Voilà. Radama se débarrasse de son neveu Débarrassé. avec la complicité du gouverneur. Et puis on l'a piégé, comme Voilà. s'il s'enfuit, et pour l'exécuter. Parce que, comme tu l'as dit, avant tout l'esclavage, c'est une question de pouvoir. Hein. Et là, tu as donné l'exemple du roi Radama. Et puis, j'ai entendu le nom d'Adrien d'Épinay, funeste avocat. Et dans le procès aussi. Il est dans le procès. Il remplace. Tu dis qu'il remplace Tommy Pitot. Tommy Pitot, lui aussi, c'est lui qui réfute le voyage à l'île de France de Bernardin de Saint-Pierre. Les colons qui étaient en colère contre ce qu'a écrit Bernardin de Saint-Pierre, qui dénonce justement l'esclavage à l'île de France, il délègue Tommy Pitot pour réfuter, pour démentir, soi-disant. Donc très intéressant le livre, qui est en vente à 300 roupies. J'espère, j'en ramènerai d'autres. Bravo. Oui.